On a une motion, alors je ne sais pas qui la présente, et puis on a quelques questions diverses, assez rapidement. Pardon ? Florence. Madame Lemonnier, oui. Je veux bien faire la présentation, par contre, j'ai pas... Est-ce que le texte a été distribué à tout le monde ? Le texte a été envoyé par mail à tout le monde. Il a été dématérialisé. Alors vous allez Je n'ai pas prévu de reprendre la lecture intégrale du texte, mais simplement de faire... D'accord, non, mais allez-y. Quelque chose de très synthétique. Donc, simplement pour dire que le rôle des collectivités locales dans le passage à une énergie bas carbone est prépondérante. Certains le chiffrent à 70%. Notre ville, à travers, entre autres, son agenda 21, mais de nombreuses contributions qui sont justement listées dans la motion, participe déjà à cette transition. De nouvelles dispositions législatives permettent d'actionner d'autres leviers. Ainsi, il vous est demandé d'interpeller les organismes financiers et d'assurance avec lesquels la ville a passé des contrats à propos de leur investissement en termes de bas carbone et de se retirer du secteur du charbon, le plus émetteur en gaz à effet de serre. Donc je peux vous lire l'intégralité de la motion si vous le souhaitez, mais je pense que on l'a vu, j'ai résumé le propos. Sur cette motion donc, qui a déjà été débattue, parce que c'est à peu près la même qui est passée en Conseil de communauté urbaine, qui s'inscrit dans le cadre aussi de la COP 21, qui montre notre volonté de faire en sorte que sur l'ensemble de la chaîne, il y ait une cohérence sur l'utilisation des énergies bas carbone. Qui vote contre, qui s'abstient. Donc, 6 d'un côté, 9 de l'autre. Abstention. OK. On passe aux questions diverses. Donc, on a eu un certain nombre de questions diverses. La première, c'est où en est-on du recrutement d'un médecin du travail ? Monsieur Vivier, c'est vous qui apportez la réponse ? Alors, c'est une question de la gauche debout. Alors effectivement, ça fait maintenant un an qu'on est préoccupé par cette question parce qu'on savait que notre médecin allait partir à la retraite dans le courant de l'année 2015. Il est parti effectivement au mois de juin. Donc depuis que nous avons su qu'il partait à la retraite, nous avons ouvert un poste de médecin, lancé un recrutement. Dès qu'on a su, ça devait être en février 2015, je pense. Ce recrutement est resté malheureusement infructueux. Nous avons eu quelques réponses de médecins étrangers, mais dont les diplômes ne permettaient pas de les recruter. Le poste est resté ouvert, mais non pourvu. On a trouvé quelques solutions de transition, mais insuffisantes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure, compte tenu du nombre d'heures de vacation de médecins que nous avons réussi à trouver, à assurer même le minimum de médecine de prévention dont nous aurions besoin. Dans le cadre de la commune nouvelle, le comité de dialogue permanent qui réfléchit, qui prépare les enjeux, le dialogue social avec notamment les organisations syndicales, s'est emparé de cette question au mois d'octobre. Donc une proposition consensuelle et assez ambitieuse a été faite pour créer un pôle médico-social au sein de la commune nouvelle, avec bien sûr de la médecine de prévention pour un poste et demi, et également du personnel infirmier pour venir en soutien. Et également un ou une assistant social dans ce pôle. En plus des conseillers de prévention, enfin, on veut créer un vrai service qui soit attractif pour les médecins et bien sûr efficace pour la politique vis-à-vis de nos agents. En tout cas, je dirais, fort de cette nouvelle proposition, nous avons relancé cette semaine un nouveau recrutement pour un poste et demi maintenant, parce qu'en fait on recrute maintenant mais en prévision de la commune nouvelle,
en essayant de rendre le poste le plus attractif possible, compte tenu de tous ces éléments. Je crois d'ailleurs que le poste est réellement attractif. On a une vraie politique de prévention dans cette collectivité et une vraie volonté. Et on s'en donne les moyens, on continuera à se donner, même encore plus, en mutualisant au sein de la commune nouvelle. Donc voilà, nous relançons l'appel à la candidature. Il passera dans les magazines les plus appropriés destinés à ces médecins, et voilà. Okay. On a une question, la question suivante donc, concerne le dispositif de tarification qui est appliqué dans les centres de loisirs le mercredi après-midi. Madame Thulan. Oui, pardon. La tarification du mercredi loisir, ça n'est pas la même tarification que le périscolaire habituel. C'est une tarification au forfait. Donc une facturation qui se fait dès lors qu'il y a au moins une présence par mois et qui est forfaitaire au mois. De la façon suivante, 4% du quotient familial s'il y a un repas qui est pris, avec un plafond de 60 € pour les enfants de la commune et de 80 € pour les enfants hors commune. Et un quotient familial de 2% si le repas n'est pas pris. Plafond de 30 € pour les enfants de la commune et de 50 € pour les hors communes. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'échanger sur ce sujet avec des parents et avec également des enseignants. C'est une tarification qui ne correspond pas aujourd'hui aux besoins des parents, qui sera retravaillée. Mais comme nous allons devoir retravailler toutes les tarifications, puisque, bien sûr, il va y avoir une harmonisation des tarifications à l'échelle de la commune nouvelle, nous n'avons pas souhaité le faire avant ce passage en commune nouvelle. Okay. La question suivante concerne les modifications concernant la tarification et la tarification pour la restauration scolaire. Donc, un bilan statistique avait été établi avant la mise en place de cette nouvelle tarification et on avait repéré à peu près un peu moins de 50 familles qui pouvaient être impactées par ces nouvelles mesures, dans le sens négatif bien sûr, puisque dans le sens positif, il n'y a pas eu de difficultés. À ce jour, nous n'avons reçu que 2 familles qui en effet étaient en difficulté puisqu'elles bénéficiaient de la gratuité et qu'avec ces nouvelles dispositions, elles n'en bénéficiaient plus. On les a, comme on vous l'avait expliqué, redirigées vers le CCAS et elles ont pu bénéficier d'un accompagnement qui leur a permis donc d'inscrire les enfants à la cantine, à la restauration scolaire. Donc vous vous souvenez de ce nouveau dispositif, il s'agissait simplement d'utiliser les références CAFPRO. Nous sommes très contents de cette utilisation de façon générale puisque ça nous permet de tenir compte de la situation économique des familles en temps réel et que cela permet en effet à beaucoup de familles de ne pas être en difficulté alors qu'avant on avait un décalage par rapport à l'avis d'imposition ou non-imposition d'1 à 2 années. Par ailleurs, pour ce qui concerne la fréquentation, nous avons à peu près les mêmes effectifs avec plus d'enfants inscrits en restauration scolaire cette année. Est-ce qu'il y a un peu moins de gratuité qu'avec le précédent mode de calcul ? En effet, il y a un peu moins d'enfants qui bénéficient de la gratuité. Voilà pour vous donner des éléments à ce sujet. Monsieur Gemtel, vous souhaitiez intervenir ? Oui, sur le calcul en temps réel, moi j'avais compris que c'était un calcul à N-2 par rapport à la CAF, que la possibilité, les familles pouvaient demander à la CAF d'avoir un calcul en temps réel, mais que dans la gestion plus ordinaire des dossiers, c'est fait avec les 2 ans de retard. C'est en temps réel. Ah mais non, justement, c'était ça l'intérêt. Sinon, on n'aurait jamais fait cette modification. Bon. L'intérêt de cette modification, c'était qu'elle permettait précisément de tenir compte de la situation des familles en temps réel. C'était ça l'intérêt. Sans quoi, en effet, on avait des dispositifs qui fonctionnaient assez bien et qui satisfaisaient tout le monde. Mais on avait quand même quelques cas récurrents de familles qui venaient nous voir et qui nous expliquaient qu'en effet, elles avaient un tarif élevé parce que 2 ans avant, elles avaient des moyens dont elles ne disposaient
dont elles ne disposaient plus l'année en cours. Donc l'intérêt de passer sur ce système de référence CAF Pro, c'est qu'on a un trimestre, il y a 3 mois de décalage, jamais 1 an ou 2 ans. Parce que c'est bon, alors donc cette possibilité de calculer en temps réel est effectivement importante. Moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est que ce calcul sur un quotient CAF, enfin le calcul fait par la CAF, il aboutissait quand même à un prix moyen du repas plus important que ce qu'il était précédemment. Alors, par rapport à la moyenne de oui. tous les repas, la tarification des repas, de tous les repas donnés, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau des centres, des associations qui accueillent des enfants, le mercredi notamment, mais aussi sur les temps de vacances, que le prix moyen a subi une augmentation, quoi. Voilà. On n'a pas perçu cette augmentation. Il y a des familles pour lesquelles il y a eu des baisses. Alors, il faudrait reprendre très, très finement pour savoir si on a une petite augmentation à l'échelle de toute la ville. Mais ce n'est pas ce que les services m'ont fait remonter comme information. Par contre, ce qui est certain, c'est que la CAF prend en compte dans les ressources les aides qui sont apportées pour les logements. Et ça fait en effet une petite différence parfois dans les ressources. C'est la raison pour laquelle il y a des familles qui bénéficiaient de la gratuité et qui désormais sont passées dans une catégorie où elles n'en bénéficient plus. Encore une fois, on avait formé nos personnels pour qu'elles puissent systématiquement, lorsque des familles arrivaient qui disposaient qui pouvaient profiter de la gratuité auparavant et qui se retrouvaient dans une situation différente, pour leur proposer immédiatement un accompagnement. Et encore une fois, on a eu très très peu de cas où ça posait problème. Pardon, je vous donne la parole. Je pense qu'il y a des familles qui font le choix de ne mettre plus qu'un enfant quand elles pouvaient en mettre 2, ou qu'il y a des je pense qu'il y a des familles qui renoncent par rapport au coût à les inscrire, quoi. Enfin, il y a des choix qui sont faits par certaines familles par rapport... je pense qu'au final, il y a un désavantage pour un certain nombre de familles, et que même si vous n'avez pas... s'il y a peu de familles qui ont fait appel et puis ensuite au CCAS, toutes les familles... Je ne crois pas qu'on a vu toutes les familles par rapport notamment à l'arrêt de la gratuité, puisqu'il y a moins de familles qui bénéficient de la gratuité. Toutes les familles qui ont perdu la gratuité, ce serait peut-être intéressant de voir quelles sont ce qu'elles font maintenant par rapport à leurs enfants. Voilà. Bon, ça c'est pour cette question-là. La précédente, juste un élément. Vous avez donné les réponses sur le fait que ça serait modifié la tarification au forfait. Juste pour préciser, c'est vrai que pour un certain nombre de familles, ça donne quand même des tarifications qui peuvent être chères, parce qu'il y a quand même 8 semaines de vacances, il y a 8 semaines de vacances, et pour autant, à partir du moment où on inscrit des enfants, c'est une tarification mensuelle qui est appliquée, quoi. Quel que soit le nombre de présences qu'il y a, donc que l'on mette les enfants 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois dans le mois, le tarif est le même, quoi. Voilà, c'est pour bien comprendre le côté un petit peu obsolète de ce dispositif. Voilà. Non, mais ça, on est d'accord là-dessus. C'est obsolète, puis surtout, ça ne correspond pas à ce qu'on pratique dans le périscolaire, où au contraire, les parents sont habitués à payer à la présence, ce qui évidemment est beaucoup plus intéressant. Encore une fois, si des parents y ont renoncé, ça n'est pas après être passés dans le service. Tous les parents qui se sont présentés dans le service, qui bénéficiaient auparavant de la gratuité, et qui se retrouvaient dans une situation où ils allaient payer le tarif le plus bas, c'est-à-dire 1,50 €, on leur a proposé, si ça posait problème, on leur a proposé de bénéficier d'un accompagnement du CCAS, systématiquement. Et donc, on n'a pas eu, sauf pour les 2 cas ici évoqués, de parents qui nous ont dit « alors nous, on va renoncer, nous, on va laisser tomber, on ne va pas les inscrire à la restauration scolaire ». Alors peut-être qu'il y a des cas de familles qui, connaissant ces nouveaux dispositifs, ne sont pas du tout venus, ça c'est possible, mais ça serait étrange, puisque sur l'ensemble des inscrits, on a beaucoup plus d'inscrits cette année, on a plus d'inscrits, presque une centaine de plus que l'année dernière. Je vais donner un chiffre, puisqu'on a un élu quand même qui est dans un des conseils d'administration d'une des associations
qui sont touchés par le nouveau dispositif. Donc c'est par cet élu-là qu'on a pu avoir ces éléments-là. C'est M. Poitvin. Et donc, sur la Toussaint 2014 et la Toussaint 2015, sur 900 repas, le prix moyen était de 2,30 € en 2014, il est de 2,90 € en 2015, par rapport au nouveau mode de calcul. Oui, voilà. Mais ce qui fausse les choses, c'est qu'il s'agit de l'OCLVO et que le public de l'OCLVO n'est pas la totalité du public de notre restauration scolaire. Oui, mais c'est pas 900 enfants différents. Non, c'est 900 repas. 900 repas sur combien d'enfants? Ça concerne pas. Enfin, c'est intéressant comme chiffre, effectivement, et ça mériterait que nous aussi on l'examine. Mais je pense pas que ce soit représentatif de la totalité des enfants de la ville. Tout à fait. Là, c'est quand même une donnée qui est objective, parce qu'on a eu cet échange-là au mois de juin dans ce conseil municipal où vous expliquiez que le nouveau mode de calcul était plutôt favorable, quoi. Oui. Or, là, par rapport à une association, il y a presque la moitié des enfants des quartiers prioritaires qui vont dans cette association-là, donc voilà. Là, sur un échantillon de 900 repas, plus d'un demi-euro d'augmentation de prix moyen de cantine, c'est quand même quelque chose de significatif, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, on peut regarder ça de toute façon, on va regarder ça. Voilà, on en parlait un peu en aparté. Peut-être aussi que la marche est trop haute entre la gratuité et le premier tarif à 1,50 €. Ça, c'est certain. Voilà. On a besoin de tarifs intermédiaires. Le premier tarif, c'est 1,50 €. Et quand on retravaillait, parce qu'on avait commencé à retravailler notre tarification, on s'était aperçu qu'on avait en plus vraiment un passage très rapide aux tarifs les plus élevés, même pour des familles qui étaient simplement de classe moyenne. Donc, c'est l'ensemble des tarifications, pas seulement la gratuité qui doit être retravaillée. Encore une fois, cette étude, elle a été mise de côté parce que comme une nouvelle arrivant, retravailler des tarifs, les refaire passer pour finalement ensuite passer à une nouvelle harmonisation, ça n'avait plus de sens. Okay. On a encore deux questions. Donc la question suivante concerne les parcs de stationnement, donc l'accessibilité pour les personnes handicapées. Guylaine ? Oui, alors... Pardon, Voilà. Alors sur cette question, c'est un peu large, donc on a répondu uniquement sur le côté technique, mais si vous avez des précisions sur les questions qui vous ont été posées, n'hésitez pas à me les redire, de façon à ce qu'on y réponde plus clairement. Donc quand il s'agit de l'accessibilité des parkings, donc Notre-Dame, c'est 4 places, non, c'est plus que ça, non, mais il y a 10 places PMR, Trinité, il y a 3 places PMR, Gambetta-Fontaine, il y a 10 PMR, et donc c'est des places réservées bien marquées, hein, c'est CIG, CIC. À noter que le parking Gambetta-Fontaine dispose d'un ascenseur pour accéder aux étages. De même, le réaménagement de la cabine de surveillance des parkings installés à Gambetta-Fontaine doit s'achever prochainement avec l'installation d'un système d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Concernant les moyens de paiement sur les 3 parkings, l'ensemble des automates répond aux normes d'accessibilité imposées aux constructeurs. Par ailleurs, dans le cadre de la maintenance programmée des parkings, il est prévu d'installer au début de l'année 2016 un système d'aide à l'usage des automates pour les personnes malentendantes. Enfin, l'ensemble des automates de paiement est accessible depuis la chaussée via des cheminements piétons adaptés. Cette question nous invite à nous rapprocher de la commission accessibilité de la ville afin d'identifier la subsistance de problèmes d'accès. Parce qu'on n'avait pas forcément une précision, c'était un peu large l'accès, donc on voulait savoir exactement quelles questions vous avez posées plus précisément. Okay. Les personnes qui étaient au conseil de CUC ont eu un extrait du courrier. La personne qui nous a sollicité, qui est handicapée, l'a fait sur 2 sujets. Nous renverrons cette personne-là à ses réponses qui sont données lors de ce conseil et lors du conseil de CUC. Sur la partie des parkings souterrains, des parkings...
Voilà, c'était la question de la non-gratuité de cette parking-là et de la non-accessibilité. En fait, alors les réponses qui sont faites, c'est que par carte bleue, ils peuvent le faire au niveau des automates, mais qu'il n'y a pas... Enfin, ce qu'expliquait la personne, c'était que le paiement par carte bleue n'était pas forcément une obligation en tant que telle, quoi. Donc, de fait, l'accès pour pouvoir payer dans de bonnes conditions c'était pas quelque chose de possible, a priori. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi les parkings n'étaient pas gratuits. Voilà. Par rapport à cette accessibilité pour aller par rapport au mode de paiement qui n'était pas facile. Mais il y a un courrier très étayé, je ne vais pas le lire ce soir, et puis voilà. Mais donc il y a une commission d'accessibilité, c'est ça? Oui, justement, je veux bien Oui, non, juste par rapport à ça. Alors, il faut savoir que la question de la gratuité pour les personnes en situation de handicap, c'est un sujet qui est récurrent, mais les associations représentatives des personnes en situation de handicap n'y sont pas favorables, parce que ça stigmatise les personnes et on rompt le principe d'équité. Donc, je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que les associations représentatives elles-mêmes n'y sont pas du tout favorables. Mais par contre, la gratuité s'impose sur la voirie, sur tout ce qui est hors ouvrage. Et sur n'importe quelle place, elle n'a pas besoin d'être matérialisée. Mais sur voirie. Question suivante. Si j'avais oublié une question pour Catherine Gentil. Jusqu'à quand l'échafaudage autour du poney de Napoléon restera-t-il en place? Une question. Alors, précision importante, ça n'est pas un poney. C'est un cheval. Et lorsqu'on le voit sur le sol, posé sur ses 4 sabots, il a la taille d'un cheval normal. Seulement, effectivement, sur le socle, là-haut, il paraît beaucoup plus petit que notre statue équestre de Napoléon, donc on peut imaginer que ça peut passer pour un poney. Mais je ne vais pas le dire à l'artiste que vous l'avez appelé poney, parce qu'il ne va pas aimer. Donc, notre Napoléon revient à Cherbourg le 13 janvier prochain. Donc, le cheval de remplacement sera enlevé quelques jours avant, de façon ensuite à ce qu'on puisse remettre la cassette dans le socle, repréparer le socle pour réinstaller Napoléon. Et donc, la question c'était l'échafaudage. Donc, l'échafaudage ne va pas être enlevé, restera jusqu'au bout. Je précise que cette question de l'échafaudage a suscité effectivement la naissance d'une page Facebook, etc. Donc, d'ailleurs, j'ai répondu à plusieurs personnes qui m'ont posé la question. Lorsque Christophe Malter, donc l'artiste de cheval, est venu nous voir pour nous proposer ce projet, nous lui avons toujours dit, donc bien sûr, on a tout de suite adhéré à sa proposition, mais nous lui avons toujours dit que l'échafaudage resterait en place, parce que enlever un échafaudage pour le remettre, ça a un coût certain, c'est entre, je crois, 15 et 20 000 euros. Donc, il n'était pas question de l'enlever. Donc, effectivement, je peux comprendre qu'il a pu être déçu parce que son cheval, qui a la taille d'un cheval normal, paraît petit, et donc l'échafaudage ne l'aide pas. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Ce que j'ai proposé à Christophe, lorsque son cheval descendra de ce piédestal et sera remplacé par notre statue équestre, c'est qu'on expose le cheval au parc Emmanuel Lié, sur le sol, de manière à ce que tout le monde puisse voir le cheval et admirer aussi la justesse et la finesse de son travail, parce que c'est un très beau travail. Voilà, c'est une forme de compensation, entre guillemets. Tout le monde pourra le voir pendant quelques... Alors ça, la durée n'est pas encore fixée avec lui. Et que cet été, vous découvrirez aussi dans les parcs des sculptures animalières de Christophe. Voilà. Donc il y aura aussi une mise en valeur de son travail avec d'autres propositions. Voilà. Oui, Madame Joly. Valérie Varenne a été interpellée par un enfant de l'école de Goubert et elle lui a dit qu'elle allait faire remonter l'information. La question était de savoir s'il était possible de mettre un objet de notre époque dans la cassette de Napoléon. Voilà. Oui, c'est ce qu'on va faire. On va sans doute... Alors, on va effectivement, dans la cassette de Napoléon, mettre des précisions sur la restauration de 2015, donc sur du papier permanent. Et puis, on va aussi mettre sans doute soit une clé USB, soit un CD, enfin, on ne sait pas encore très très bien,
Alors, qui sera sans doute pas lisible dans 150 ans, mais c'est aussi pour avoir un objet de l'époque. Et puis, peut-être aussi quelques centimes, puisque dans la cassette, il y avait des centimes de l'époque. Du coup, pourquoi pas faire participer les centres aérés ou les écoles, voilà. Parce qu'a priori, ça intéresse des enfants de mettre quelque chose dans cette cassette. Oui, après la cassette, elle est pas si grande que ça, hein, donc on peut pas non plus mettre des tas de choses dedans. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est que le contenu de la cassette, vous pourrez le découvrir à la bibliothèque à partir de samedi, puisque les pièces sont exposées. Alors, ce ne sont pas les documents originaux, puisque le parchemin sur lequel figure le nom des donateurs fait 1,50 m de long. Donc, on l'a numérisé aux archives départementales, et là, on l'a donc imprimé, donc c'est un fac-similé. Mais tous ces documents, enfin, tous les fac-similés sont exposés, puisque j'ai vu l'exposition qui a été mise en place hier, et dans les vitrines, vous pourrez admirer les médailles commémoratives et les quelques petites pièces de monnaie qu'on a trouvées. Donc, tout va être visible à partir de samedi jusqu'avant qu'on remette la cassette dans le socle. Oui, du coup, pourquoi pas mettre à côté un chevalet pour que les enfants s'expriment sur le futur objet. Pourquoi pas, ça c'est tout à fait possible. Et il y aura le 5 décembre à la bibliothèque une petite conférence justement qui est faite par Thierry Barrault sur la manière dont la restauration s'est opérée, sur ce qu'on a trouvé, et on sortira aussi une petite plaquette sur la statue de Napoléon et sur la restauration, hein, qui est à l'imprimerie là, donc elle a été validée. Ouais, c'était pour dire qu'il y a eu une confusion par rapport à la question qui suit, et en fait, M. Bastian, il avait fait la réponse lors du dernier conseil, donc on ne va pas leur redemander de nouveau à ce conseil-là. Par contre, sur les biens communs, le répertoire des biens communs, des biens de la mairie de Cherbourg, on maintient cette question diverse-là. Sur le poney de Napoléon, ou le cheval... Ah, le cheval. Non, mais... C'est vrai que c'est assez cruel pour cet artiste, parce qu'il y a un échafaudage et on voit que l'échafaudage, et on voit surtout celui qui n'est pas là, quoi. C'est-à-dire que comme c'est très elliptique, puisqu'il n'y a plus Napoléon, donc on voit un petit cheval qui se demande ce qu'il fait là, quoi. Et c'est vrai que le mettre dans le parc d'Emmanuel Lié, ça me paraît bien, parce que peut-être qu'on le verra différemment, quoi. J'espère pour lui. On va pas passer la soirée là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant de montrer comment, et ça permet peut-être de mieux, ça permettra de mieux mettre en relief justement le caractère monumental de la statue d'Armand Level. Voilà. Bon, c'est tout, non ? On n'a pas d'autres questions ? C'est bon ? Écoutez, merci beaucoup.